Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai rejointé ce mur en pierre. J'avais une semaine pour poser 12 mètres carrés. Pour sûr, j'ai pas chômé pendant les vacances. Tout d'abord, il faut retirer l'ancien torchis entre les pierres. C'est l'un des premiers chantiers que j'ai réalisé dans la maison, peu de temps après la pose de la dalle. J'ai commencé au marteau et burin pour tous les murs du rez-de-chaussée, puis, réalisant que c'était une pure folie, j'ai opté pour un petit burineur fort pratique pour l'étage. Cette première étape déterminera la qualité de vos joints, alors même si ce n'est pas très drôle, il faut soigner son piquage. Donc, je passe une journée complète à piquer ce mur, suffisamment pour laisser la place aux nouveaux joints, mais pas trop pour éviter de déchausser les pierres. Et je pique également en surface le ciment posé par l'ancien propriétaire pour sceller les pierres au niveau du pignon. Et si vous en avez la possibilité, une fois votre mur piqué, arrosez-le à grands coups de jet d'eau pour retirer toute la terre. Moi, je ne l'ai pas fait avant d'emménager dans la maison et je l'ai beaucoup regretté pour la suite. Je termine par un bon coup d'aspirateur et on passe aux choses sérieuses. Pour la recette, j'ai utilisé de la chaux aérienne et du sable à crépir jaune de granulométrie 0,2. Faut pas respirer de la compote, ça fait tousser. Je commence par mettre un peu d'eau dans la bétonnière et j'ajoute progressivement la chaux. Je fais tourner, puis j'ajoute l'eau jusqu'à obtenir une crème liquide bien homogène. Je gratte à la truelle les grumeaux collés au fond de la bétonnière et je laisse tourner 10 bonnes minutes. C'est important de bien respecter les temps de mélange si on veut éviter d'avoir des cailloux de chaux dans ces enduits. Puis j'ajoute progressivement le sable. Faites attention au sable que vous utiliserez, ça déterminera la teinte finale de vos joints. La quantité d'eau à apporter va dépendre du type de pose que vous choisirez, projeté, lift ou poche à douille, mais aussi du taux d'humidité de votre sable. Pensez à le couvrir pour avoir un taux plutôt constant. L'ajout de plus ou moins d'eau dans le mélange peut légèrement changer la teinte de vos joints. Une fois le sable ajouté, je laisse tourner encore 10-15 minutes et je prépare l'échafaudage. Passage par l'extérieur pour limiter le nettoyage. Avant de poser ses joints, il faut mouiller son mur pour permettre au mortier de bien accrocher aux pierres. Idéalement, une première fois la veille au soir et une seconde fois juste avant de lancer la bétonnière. J'insiste bien au fond des joints, surtout là où l'aspirateur n'a pas fait son job. Alors, il y a plusieurs façons de réaliser des joints de pierre. La plus courante, c'est le projeter. Donc avec un pistolet à crépir sur un compresseur, on vient projeter directement son mur. Moi, j'ai jamais utilisé cette méthode, la location s'est pas donnée. Et surtout, j'imagine que ça doit en projeter un peu partout sur le sol et sur les autres murs. Donc comme je vis dans la maison, c'était clairement pas une option. Alors ensuite, on a le lift du professionnel. Je l'ai tenté. Taloche, truelle. Le mélange doit être un peu plus épais, un peu plus ferme que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Les vieux collants là et l'orange Barnier, c'est pas pour le style. Bisous Sylvain. Les frottements de la taloche contre le poignet une fois que le gant est imbibé de chaud, c'est vraiment très désagréable et ça brûle très fort. Donc protégez-vous. On garde bien sa taloche devant soi. On prend un peu de mortier avec la truelle et d'un mouvement ferme et assuré, on vient projeter entre les pierres. C'est nul! Bon, voilà. J'ai plus crépi mes pierres et mon sol que l'intérieur des joints. Je crois que j'aurais fait tous les murs de la maison avant de choper le coup de main. En plus, au bout de 10 minutes, j'avais plus d'épaule, ça fait vraiment mal, c'est atroce.
Bref, on passe, c'est pas pour moi. Bon alors après, on a la technique de l'amateur. Donc on place sa taloche contre ces pierres et avec la truelle, on vient pousser et remplir ses joints. Bon, voilà, c'est un peu mieux que la technique du lift. Par contre, c'est super dur d'aller tout au fond entre les pierres pour bien tout combler. Et en plus, j'en mets vraiment partout sur les pierres. Ça va me donner quand même beaucoup de nettoyage. Et enfin, la technique que je préfère, la poche à douille. C'est une poche en caoutchouc assez souple. C'est vendu avec des petits embouts blancs comme ça qu'on rentre à l'intérieur de la poche, puis on vient serrer par-dessus. Moi je les utilise pas, je trouve ça pénible en fait. Et j'ai juste coupé le bout de la poche au diamètre dont j'avais besoin. Je vous mettrai un lien en description du site où je l'ai trouvé. J'ai pas de partenariat ou de commission sur les ventes. C'est juste que entre ma maison et celle des copains, elle a plus de 50 mètres carrés à son actif et elle a pas bougé. Pour 20 €, vraiment c'est un super produit. Avec la poche à douille, si on fait un mortier trop liquide, on ne pourra pas remplir la poche. Et s'il est trop épais, ce sera impossible à presser. Faites des essais pour trouver la consistance idéale et si ce n'est pas agréable à poser, c'est que le mélange ne convient pas. Donc, je remplis ma poche aux 3/4 et je chasse au maximum l'air vers le haut de la poche. Je ferme et je fais plusieurs tours jusqu'à mettre le mortier en pression. Puis, je viens presser le mortier entre les pierres en faisant un quart de tour à chaque fois pour garder une pression constante dans la poche. C'est un petit coup de main à prendre pour maintenir la poche et le nœud d'une main tout en pressant de l'autre, mais c'est venu assez vite et surtout je mets quasiment rien par terre et ça, c'est fabuleux. Et on pose de bas en haut. Pour les parties verticales, c'est le boudin du bas qui va aider à maintenir celui du dessus. Et comme la chaleur monte, ça a tendance à sécher plus vite en haut qu'en bas, donc ça permet aussi de sécher à peu près uniformément. Je pose volontairement en excédent par rapport à la quantité finale souhaitée et je viendrai ajuster au moment du serrage. C'est assez rapide à poser, 1 heure pour 4 mètres carrés et c'est très satisfaisant. C'est de loin la partie que je préfère. Alors, j'ai divisé mon mur en 3 et je ne fais pas plus d'une bétonnière par jour. La maçonnerie à la chaux est assez imprévisible, je veux rester disponible et ne pas me faire surprendre par une trop grosse quantité de joints à brosser au moment où ça décidera de tirer. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi la chaux aérienne. Contrairement à la chaux hydraulique, la chaux aérienne a une prise plus lente et ça permet de mieux contrôler ses enduits. La chaux aérienne est également plus blanche que l'hydraulique. Ça permet d'avoir des joints bien clairs pour mieux faire ressortir les pierres. C'est aussi beaucoup plus facile à nettoyer. J'ai retiré le lait de chaux sur les pierres du rez-de-chaussée plusieurs semaines après la pose sans aucun souci. Et ça, c'est pas possible avec l'hydraulique. Et bien sûr, on a un meilleur transfert hygrométrique avec la chaux aérienne. Bref, à part pour des enduits épais où il y a un réel intérêt d'une prise rapide, je ne vois aucun avantage à utiliser de la chaux hydraulique pour les murs intérieurs d'une maison.
Je laisse tirer tout ça et je change de poste. J'enduis le mur de la montée d'escalier, il me faut un luminaire à cet endroit. Donc je dois faire passer une gaine entre ces pierres et ce n'est pas la mince affaire. Je taille quelques pierres à la main pour éviter de déchausser les pierres avec les vibrations d'un père fou. Et je sais ce que vous vous dites. Qu'est-ce que vous avez à sourire comme des glands? Je tiens à camoufler toute mon élec, mais avec un mur en pierre apparente, la tâche est plus qu'ingrate. J'essaie d'éviter au maximum de pincer les gaines, mais ce n'est pas évident pour que tout reste en place. Pour sûr, c'est la partie que je déteste le plus sur ce chantier. 2-3 heures après la pause, je peux serrer les joints avec une truelle langue de chat. Le serrage est une étape indispensable pour chasser l'air entre les pierres et vérifier que tous les trous soient bien comblés. Le mortier doit être ferme au toucher mais encore souple pour pouvoir serrer. Et n'essayez pas de lisser vos joints à cette étape, c'est peine perdue. C'est au brossage que tout va se dessiner. Avant d'enduire la deuxième partie de ce mur, je vérifie que mes interrupteurs fonctionnent. J'ai déjà dû refaire des saignées pour modifier un interrupteur après la pose des joints, et c'est le genre d'erreur qui saccage le moral. Pour les détails de mon électricité, ça viendra, mais j'ai encore beaucoup de boulot à faire avant de vous partager tout ça en vidéo. Et vient le moment délicat où il faut déterminer quand on peut brosser ses joints. Ce qu'il faut savoir dans la maçonnerie, c'est qu'il n'y a pas de règle absolue. Il y a trop de variables à prendre en compte, donc je ne peux pas vous affirmer un temps de pause précis pour ce genre d'ouvrage. Et ce temps de pause va dépendre de la température ambiante de la maison, du taux d'hygrométrie, de l'état de son mur, du type de pierre, et j'en passe. Bref, c'est un peu complexe à déterminer et c'est surtout juger. Il faut essayer. Par contre, il y a quelques indicateurs qui peuvent nous aider à déterminer si c'est le bon moment de brosser. La teinte par exemple. Par rapport à ce que j'ai posé aujourd'hui, on voit qu'ici c'est légèrement plus blanc. Et surtout, on voit qu'à la périphérie des pierres, ça a déjà complètement tiré. Donc c'est assez dur et blanc en surface. Par contre, si on gratte un petit peu avec l'ongle, on voit que la teinte change dessous et que c'est beaucoup plus souple. Le risque si on attend trop, c'est qu'on risque de marquer le mortier avec la brosse en laiton. Et si on n'attend pas assez, on va bourrer la brosse de mortier et ce sera impossible à nettoyer. Donc il faut réussir à déterminer le bon moment pour que ce soit facile à brosser sans marquer avec la brosse le mortier. Je vous montre. Il y a probablement plusieurs façons de brosser ces pierres, mais je vous montre la méthode que j'utilise et que je juge la plus jolie. À vous de voir. Donc déjà, j'utilise 3 brosses différentes. Une première brosse pour dégrossir, c'est une brosse en laiton assez courante dans les magasins de bricolage. Une deuxième pour les endroits un peu étriqués. Et enfin, je termine par un dernier brossage avec une brosse type poil de chien-dent. Donc je vais commencer par dégager toutes les arêtes des pierres et je m'occupe des joints après. Certains laissent l'enduit quasiment à fleur là, de la pierre et laissent que la face apparente. Moi j'aime bien la faire ressortir un peu plus et qu'on la voit un petit peu sous tous ses angles. Donc ensuite on peut finir de lisser les joints. Donc l'idée en fait c'est que le joint reste à peu près toujours de même niveau et c'est la pierre qui va faire le relief et le mouvement du mur. Mais le joint lui reste à peu près droit. Celle-là, elle n'est pas bien scellée. Ah non! On voit la gaine.
assez enfoncé. Ah, mais je le refais une minute. La première partie est brossée, la seconde est serrée. Je retourne sur l'électricité pour sceller les interrupteurs. Et cette fois, ce n'est pas une, mais 4 gaines que je dois faire passer dans les joints. Ça va me casser les pieds. Ça. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Vous croyez pas qu'on a autre chose à foutre? Allez, tape dans le fond, je suis pas ta mère. Je déteste ça, mais je déteste ça, putain. Quel métier de merde. D'habitude, je scelle mes boîtiers au plâtre, ça tire bien plus vite et c'est plus facile à ajuster. Mais il me restait un peu de mortier de la journée, alors je passe une éternité à essayer de tout mettre de niveau. Le lendemain, je pose la dernière partie en 45 minutes et je finis le mortier à la truelle près. Et ça met de bonne humeur. Ça y est, tout est posé, scellé et brossé. Il faut maintenant retirer le lait de chaux. Je frotte chaque pierre avec une éponge imbibée de vinaigre blanc en prenant soin de ne pas toucher aux joints. Le vinaigre va dissoudre la chaux sur les pierres et pas besoin d'assister très longtemps avec la chaux aérienne. Et oubliez les éponges classiques à vaisselle pour nettoyer vos pierres, elles se désintègrent en quelques minutes. Moi, j'ai cousu ces éponges avec de vieilles serviettes de bain et c'est parfait pour ce nettoyage. C'est un peu long pour cette dernière étape, surtout que mes pierres sont très sales, faute de les avoir nettoyées après le piquage. Et je dois changer régulièrement le vinaigre. Et pour ceux qui s'inquiètent pour l'odeur, pas de panique, l'odeur du vinaigre disparaît totalement en séchant. Ça pique le nez. Bon, je crois que je vous ai tout dit. Je vous laisse avec le final.